Bonjour à tous et merci aux organisateurs d'avoir invité le projet programme P16 pour qu'on puisse vous en parler aujourd'hui et parler des synergies potentielles entre P16 et les projets du PEPR. Donc rapidement, je vais vous présenter ce que c'est P16, le montage du projet. Je vais parler de notre référence, un peu notre étoile du berger qui est Scikit-learn et qu'on essaie de reproduire à d'autres outils logiciels. Les librairies qui sont déjà soutenues dans le cadre du projet, une présentation rapide de ces librairies, la vie d'un projet ou d'une librairie quand elle intègre P16, et puis pour finir, les potentielles synergies qu'on pourrait avoir avec les projets du PEPR. Donc rapidement, P16, c'est la 16e mesure de la stratégie d'accélération en IA. C'est un projet qui est financé comme les projets du PEPR par France 2030 sur 5 ans et qui a pour but de développer un ensemble de communs logiciels souverains, ouverts et interopérables qui vont couvrir 3 actions techniques spécifiques que va être l'interopérabilité des données, ce qu'on appelle le data wrangling ou la préparation des données et le machine learning. Alors, machine learning au sens large, c'est-à-dire que là, on commence aussi à regarder de l'hybridation entre, par exemple, les LLM et le machine learning. On va bientôt travailler sur une bibliothèque qui fait des séries temporelles avec du deep learning, donc c'est vraiment machine learning au sens large. Donc, le montage du projet, juste pour que vous en ayez conscience, il y a une partie publique qui est portée par INRIA au sein de l'agence de programme du numérique pilotée par INRIA, qui va travailler sur l'identification des briques logicielles qu'on va pré-industrialiser, qui va également travailler sur le développement de cas d'usage, potentiellement avec des partenaires industriels, et qui va vraiment essayer de favoriser les collaborations entre les différents domaines scientifiques qu'on pourrait être amené à soutenir. Ensuite, on a une partie privée qui est portée par une start-up. Maintenant, c'est plus vraiment une start-up, on va dire que c'est une entreprise un peu particulière parce que c'est une entreprise à mission de souveraineté industrielle et numérique. Et c'est une entreprise qui a aussi un schéma actionnarial un peu particulier, un tiers public, un tiers privé et un tiers collaborateur, employé de l'entreprise, pour éviter toute captation externe. Et donc le but de l'entreprise, c'est de venir industrialiser les actifs logiciels via des opportunités un peu plus commerciales. Donc il y a la possibilité de développer du service, du produit, de la certification, de la formation, etc. autour de ces actifs logiciels, tout en sachant que ce qui est industrialisé par l'entreprise, ça reste des actifs open source. Il n'y a pas de changement de licence ou quoi que ce soit. Donc maintenant, je vais vous présenter principalement ce qu'on fait côté INRIA, donc côté P16 INRIA. Bon, je ne vais pas la représenter, je pense que 99% des gens présents dans la salle la connaissent. La librairie Scikit-learn, qui est vraiment l'exemple qu'on prend et vers lequel on veut tendre. Donc Scikit-learn, c'est une des bibliothèques de machine learning les plus utilisées à la fois par les utilisateurs académiques, mais aussi dans le monde industriel. Elle va avoir plus de 60 000 étoiles, plus de 25 000 forks. Un chiffre, je pense, ou un nombre qui est assez impressionnant, c'est le nombre de projets qui dépendent de Scikit-learn, qui est plus d'1 million. Donc on est vraiment sur une librairie référence. Je ne vais pas repasser en revue toutes les fonctionnalités que permet cette librairie. Et c'est une librairie qui est désormais industrialisée, donc maintenue activement par Probable, parce que ce que je n'ai pas précisé dans la présentation, c'est que Probable vient répondre à cet enjeu de pérennisation. Nous, on est financé sur 5 ans. C'est un projet via lequel on va pouvoir soutenir des actifs logiciels, pouvoir les pré-industrialiser. Mais quid du post 5 ans. Et donc Probable est vraiment là pour répondre à ça, avec cette idée de pérennisation long terme. Alors côté P16, donc côté INRIA, on a mis en place un process de sélection. Donc on a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour toutes les bibliothèques qui souhaiteraient rejoindre le programme. On a quelques critères que je vais passer en revue rapidement. Donc l'intégration évidemment dans le cycle de la donnée élargie, dans un des 3 axes techniques. L'intérêt pour la souveraineté, et donc là il y a toutes les questions de gouvernance qu'on essaie de traiter, de
paysage entre guillemets concurrentiel. Dans l'instruction des dossiers, on fait des benchmarks avec les librairies du domaine. On essaie de voir comment se positionnent les librairies candidates. Et puis, le fait de voir est-ce que ça répond à des besoins industriels, c'est aussi important parce que, effectivement, les librairies qu'on traite sont souvent, mais pas toujours, des produits académiques, c'est-à-dire que c'est des outils qui ont été faits par et pour la recherche, et on essaie de voir dans quelle mesure est-ce que ça peut répondre aussi à des besoins industriels. Et puis, pour l'instant, on travaille sur des bibliothèques qui ont des usages assez génériques. Donc rapidement, le process d'instruction, on a plusieurs étapes. La première étant l'instruction technique. Donc on va faire tout un tas de benchmarks, des activités de veille, d'état de l'art pour comparer à ce qui existe déjà. De l'évaluation technique aussi de la bibliothèque en elle-même. Donc on va regarder des métriques comme la couverture de test, la documentation, est-ce que ça met en place toutes les pratiques DevOps qui sont communes dans l'écosystème, etc., etc. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'instruction stratégique, donc c'est ce que je décrivais avec l'adéquation avec les besoins de l'écosystème industriel également. On consulte nos directeurs scientifiques qui sont au sein de P16 et qui font appel à des experts du domaine quand on en a besoin. Et puis, ça donne ou pas lieu à des recrutements d'ingénieurs qui vont travailler sur la pré-industrialisation de ces actifs logiciels. Donc les librairies qui sont soutenues actuellement au sein de P16 et qui vont peut-être l'être bientôt, on avait initialement 3 bibliothèques qui s'inscrivaient dans les 3 axes techniques que j'ai présentés. Donc il y avait Corez pour la partie interopérabilité, ensuite il y avait Scrub pour la partie préparation des données et Scikit-learn pour la partie machine learning. Je vais présenter les bibliothèques un peu plus en détail dans les prochaines slides. Il y a une 4e maintenant bibliothèque qui a rejoint cet écosystème, qui est TSLearn. C'est une bibliothèque qui a été développée par l'équipe de Romain Tavenard à l'Université de Rennes. Donc c'est une bibliothèque qui, pour le coup, ne vient pas d'INRIA. Parce que l'idée, c'est justement d'essayer de fédérer tous les acteurs du monde académique au-delà d'INRIA. On a par exemple, on est en train d'instruire une autre bibliothèque qui, elle aussi, travaille sur les séries temporelles, mais avec une autre approche. On aurait un focus qui serait plus sur l'implémentation des modèles de deep learning pour les séries temporelles, qui s'appelle Aeon et qui, elle, vient de l'université de Haute-Alsace à Mulhouse. Donc, encore une fois, c'est pas une bibliothèque qui vient d'un centre INRIA. Et puis, on a aussi des bibliothèques qui peuvent venir d'entreprises. Alors, c'est des bibliothèques open source, souvent avec des licences très permissives, qui peuvent aussi gagner à être interfacées avec l'écosystème logiciel qu'on développe. Et on en a une en instruction actuellement qui s'appelle MAPI, qui fait de la prédiction conforme, de la quantification d'incertitude. Donc voilà un peu les bibliothèques qu'on a, soit qu'on soutient déjà, soit qu'on va bientôt soutenir. On a d'autres domaines d'intérêt comme l'alignement dans le cadre des graphes de connaissances, le réservoir computing, l'hybridation, je le disais, LLM, ML, etc., etc. Alors pour ce qui est de Corez, donc rapidement, Corez, c'est une bibliothèque qui a été développée en Java, qui a pour but de créer, d'interroger, de valider des graphes de connaissances. Elle va avoir plusieurs modules. Il y a un module qui s'appelle Corez Core, c'est un peu le cœur de Corez qui peut être ensuite utilisé par d'autres bibliothèques ou d'autres projets. Corez GUI, bon, comme son nom l'indique, c'est l'interface graphique. Corez Commande, pour pouvoir faire du scripting, l'utiliser en ligne de commande. Et puis, tout récent, ajout à cet écosystème de composants, c'est PyCorez, qui permet d'utiliser Corez à travers une API Python et de l'interfacer avec les autres bibliothèques de traitement des données qu'on a dans l'écosystème Python. Parce que ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est que le but aussi avec PC, c'est d'essayer de développer des cas d'usage qui mettent en lien les différentes briques logicielles sur lesquelles on travaille, donc qui essayent de désiloter un peu les différentes briques. Je ne vais pas rentrer dans le détail des exemples. Là, on a des commandes pour essayer de récupérer, de requêter des triplés d'un graphe de connaissances, pour de la validation à travers un moteur de règles, de la conversion, etc.
Alors pour ce qui est de Scrub, donc c'est une bibliothèque Python, et je ne l'ai pas précisé d'ailleurs, et je m'en excuse, c'est une bibliothèque qui est développée par l'équipe de Fabien Gandon au centre INRIA de Sophia Antipolis. Scrub, donc c'est une bibliothèque qui est développée par les équipes de Gaël Varocco au centre INRIA de Saclay. Et donc c'est une bibliothèque qui va faire du pre-processing, de l'automatisation des tâches de préparation des données pour qu'elles soient utilisées par des modèles de machine learning. Donc on va avoir de l'enrichissement de données, on va avoir des actions de vectorisation des données, mais selon le type des données, on ne va pas avoir le même type de vectorisation. Ça peut dépendre par exemple de la cardinalité des features, etc. On va avoir aussi la capacité de voir rapidement quelles sont les données manquantes, le pourcentage de données manquantes, les valeurs aberrantes qu'on a dans nos données. Et ça, c'est grâce à un outil qui est vraiment très très bien fait, qui s'appelle le Table Report, donc un rapport qui nous donne un peu un snapshot de ce qui se passe dans nos données. Il y a aussi la fonctionnalité du fuzzy join qui permet de faire des jointures entre les différentes tables avec des clés de jointure qui sont des fois imparfaites. Donc il y a vraiment plein d'outils qui vont faciliter le travail de préparation des données qui a été identifié par tous les data scientists comme le réel goulot d'étranglement du travail du data scientist. Et puis pour finir, le dernier ajout à l'écosystème P16, TSLearn, donc qui optimise ou qui développe des méthodes optimisées pour les séries temporelles. On va retrouver les méthodes classiques de clustering, les méthodes de classification, les KNN, le K-means, etc. Mais elles vont implémenter des métriques spécifiques aux séries temporelles, dont le fameux DTW, Dynamic Time Wrapping, qui va avoir cet intérêt de faire de l'alignement entre les séries temporelles, de pouvoir comparer des séries temporelles de longueurs différentes. Donc c'est vraiment l'intérêt de TSLearn, c'est d'adapter des méthodes classiques de machine learning et des fois un peu moins classiques tout de même, avec des métriques de distance qui sont adaptées aux séries temporelles. Et pour finir, bon, je voulais présenter rapidement ce use case parce qu'on a aussi dans l'équipe, donc dans l'équipe on a des ingénieurs qui travaillent sur le développement de ces briques logicielles et on a aussi pour l'instant une toute petite équipe de data scientists, donc c'est une personne pour l'instant, qui développe des cas d'usage, qui essaye de mettre en lien les différentes briques logicielles qu'on va avoir. Donc elle a développé un premier cas d'usage, où on va mettre en lien les knowledge graphs pour toute la partie acquisition, intégration des données qui peuvent provenir de plusieurs graphes de connaissances, et le machine learning avec Scrub et scikit-learn pour toute la partie exploration des données et analyse prédictive. Et là, dans cet exemple, c'était sur des données météo. Alors, je passe maintenant rapidement sur la vie d'une bibliothèque logicielle quand elle intègre P16. Donc là, ce que vous avez vu jusque-là, c'est toute la partie, on va dire, développement. Donc on est là pour essayer d'améliorer dans la mesure du possible la qualité logicielle de ces actifs, d'intégrer de nouvelles fonctionnalités à l'état de l'art. Donc ça, c'est vraiment tout le soutien en termes de structuration et d'enrichissement des bibliothèques. Et puis aussi, on a une partie de gestion de la communauté open source. Parce qu'on parle d'actifs open source, c'est très important de travailler aussi la communauté, les contributions, la gouvernance, quelles sont les règles de contribution, etc. Donc il y a toute une partie aussi autour de ça. La deuxième grande action de P16, c'est la dissémination. Donc ça, on le fait soit en étant présent à des événements comme au PEPR IA, aux journées du PEPR IA ou à d'autres événements où on présente les bibliothèques. On est vraiment très axé usage bibliothèque. À la limite, P16, c'est anecdotique. Et puis, on organise aussi des workshops pour mettre en lien les ingénieurs qui travaillent sur le développement de P16 avec des data scientists qui viennent soit du monde académique, soit des entreprises privées. Et le dernier workshop qu'on a organisé autour de Scrub, il y avait, je pense, 80% des data scientists qui venaient du privé, justement pour cet échange de bonnes pratiques, etc. Et donc, pour finir, on a la formation qu'on essaye aussi de développer. Alors, il y a la formation qui va être
faite par exemple par les ingénieurs qui travaillent sur les briques logicielles, mais qui ne peut représenter qu'une petite partie de leur temps, parce qu'ils ont quand même tout le développement à faire. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler avec des initiatives qui sont dédiées à la formation, comme INRIA Academy. Alors j'ai mis IA Clusters, je sais qu'ils ne sont pas dédiés qu'à la formation, mais ils font aussi beaucoup en termes de formation, et on l'a vu hier avec la présentation, avec la table ronde des IA Clusters. Donc on va essayer de travailler des approches de formation autour de ces bibliothèques logicielles qu'on soutient via plusieurs initiatives en dehors même de P16. Bon, rapidement des exemples d'événements auxquels on a pu participer. Et là, j'arrive du coup au point qui, je pense, intéresse les personnes présentes dans la salle. Comment est-ce qu'on peut interagir avec des projets du PEPR? Et donc la réponse est simple, les projets du PEPR, au même titre que tous les projets de la recherche académique qui ont vu se développer un outil logiciel qui répond aux critères que je vous ai présentés en début de présentation, peuvent candidater à P16 pour un soutien. Alors on part de choses qui sont déjà, on va dire, un niveau de maturité intermédiaire. Donc c'est peut-être des outils logiciels, vu que là le PEPR il vient d'être lancé l'année dernière, c'est peut-être des choses qui vont arriver dans 1 an, dans 2 ans. Sachez que la candidature ou l'appel à manifestation d'intérêt de P16, on fait du traitement au fil de l'eau. On ne va pas l'arrêter à une date butoir. Alors peut-être que s'il reste 6 mois avant la fin du projet et qu'on n'a pas trouvé de financement complémentaire, peut-être qu'on arrêtera à ce moment-là, mais disons que jusqu'en 2028 ou voire même début 2029, on acceptera des candidatures. Donc si vous n'êtes pas prêt pour l'instant et que vous l'êtes peut-être dans 6 mois, dans 1 an, sachez que vous pouvez encore candidater. Et donc le but, c'est de pouvoir travailler. Alors on a identifié l'IA distribuée et l'IA de confiance comme étant une thématique prioritaire parce on travaille déjà en lien avec des industriels qui développent une bibliothèque d'explicabilité, par exemple, dans le contexte de l'IA de confiance. Ils n'ont pas encore candidaté, ils vont le faire, et du coup, je n'ai pas encore le droit de parler de l'industriel en question. Et donc l'idée, c'est de pouvoir voir s'il y a des synergies, des outils qui sont développés au sein des équipes du PEPR qui travaillent sur cette partie-là, l'IA de confiance, qui pourraient intégrer P16. Pareil pour l'IA distribuée, le Federated Learning, etc. Alors, en deuxième point, l'IA frugale et l'IA embarquée. Il faudrait qu'on s'aligne avec le projet d'Hybrine que vous avez vu aussi hier, qui peut être un véhicule aussi potentiel des projets développés au sein des équipes du PEPR autour de cette thématique-là. Mais c'est des collaborations qu'on pourrait tout à fait envisager également. Et puis, il y a les aspects interopérabilité entre les bibliothèques, cette fois-ci, au-delà de l'interopérabilité des données. Donc, pour résumer, si vous avez développé une librairie, que vous souhaitez avoir un soutien en termes d'ingénierie qui peut provenir du projet P16, n'hésitez pas à candidater. Et puis tout l'intérêt, ce serait de structurer davantage l'écosystème open source autour de l'actif logiciel avec lequel vous allez candidater et de pouvoir vous connecter avec des industriels pour des cas d'usage, les développer, les co-développer ensemble. Voilà, j'arrive à la fin de la présentation. Merci pour votre attention. Merci Selma. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je vois rien. Non, pas de questions. Ah oui. Super. C'est pas une question, mais c'est un retour d'expérience. Donc Romain Tavenard, qui a développé TS Learn, travaille dans mon équipe. En fait, on a entendu parler de P16 il y a même pas 1 an. On était en train de créer l'équipe avec Romain. Je savais qu'il développait TS Learn, que j'utilise moi personnellement beaucoup depuis longtemps. Je me suis dit, ah bah tiens, c'est une bonne idée.
Il n'y a pas de problématique, en tout cas pas pour l'instant, enfin on n'en a pas entendu parler, de dépossession de ce que vous faites si vous êtes en train... Enfin, je sais que c'est dur quand on est en train de développer une librairie, qu'on la mature depuis des années, de se dire bah tiens, il y a quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. J'ai pas l'impression que ce soit du tout un problème. Voilà, donc je sais pas, lancez-vous, ça a l'air chouette. Merci. Peut-être une dernière question. Sinon, j'avais peut-être une question de précision. Donc là, tu avais parlé de candidature. Tu peux préciser un petit peu? Est-ce que c'est un processus qui dure combien de temps? C'est long? Alors, la candidature, donc c'est un dossier qui est très court, 4 pages, juste pour présenter la librairie et puis répondre à quelques questions et les ressources demandées en termes de soutien. Toutes les précisions sont sur le site web, donc n'hésitez pas à aller à regarder. Et on s'est fixé comme délai, à partir du moment où on reçoit la candidature, un délai d'instruction d'1 mois, qui des fois est relativement court selon le domaine et quand il y a pas mal de travail d'instruction à faire. En général, on arrive à le tenir. Si on a plusieurs candidatures en parallèle, on tient les chercheurs ou l'équipe de recherche au courant de l'évolution, si jamais ça nous prend un peu plus de temps. Mais voilà, en général, c'est 1 mois à partir du moment où on a candidaté. Et aussi, c'est au fil de l'eau? Et c'est au fil de l'eau. C'est au fil de l'eau. Voilà, c'est ce qu'il me semblait. On reçoit la candidature. En général, si ça répond aux critères de P16, on fait un point avec l'équipe de recherche pour bien préciser les choses. On pourrait aussi leur poser des questions pour spécifier un peu plus ce dont ils ont besoin, etc. Et à partir de là, on commence l'instruction. Super. Merci. Merci encore à Selma. Merci à vous.